Alors, bien évidemment, vous le savez, depuis que nous sommes rentrés dans cet hémicycle, nous avons toujours voté cette mission, nous avons toujours soutenu la politique agricole qui est menée ici, même si nous avons aussi toujours soulevé un certain nombre de critiques. J'ai bien entendu ce que vous avez dit, Monsieur Alain. Nous installons de plus en plus d'exploitations, enfin, tout au moins par nos aides, 2800, dites-vous, depuis le dispositif. Cependant, la réalité sur les installations et sur les transmissions des exploitations agricoles dans notre région n'est pas rose du tout. 25% des exploitations qui ont fait faillite n'ont pas retrouvé de repreneurs récemment. Il y a un chiffre qui est inquiétant, que tout le monde connaît dans les chambres d'agriculture, vous voyez ce que je veux dire, c'est que dans les 10 ans qui viennent, plus de 50% des chefs d'exploitation seront partis à la retraite. Se pose réellement le problème de la transmission, parce que la population agricole en Bretagne, comme d'ailleurs partout en France, est âgée, et cette problématique de la transmission est aujourd'hui un vrai problème. Alors certes, nous accompagnons, nous aidons, mais de façon, je le pense, insuffisante. Nous avons aussi d'autres critères qui sont inquiétants. La rémunération médiane, qui est environ de 1 200 € pour des gens qui travaillent 60, 70 heures par semaine, qui n'ont souvent pas de week-end, pas de vacances. Ce revenu médian cache une autre réalité, c'est que presque un tiers des agriculteurs vivent avec largement moins de 500 € par mois. Et heureusement qu'il y a le conjoint qui apporte un salaire à la maison pour pouvoir permettre la survie. Je dis bien la survie. Alors, certes, cela cache des contrastes importants selon les filières, vous le savez bien, Monsieur Alain. Tout le monde sait qu'après avoir connu une crise importante, l'élevage porcin se porte mieux aujourd'hui. Pourquoi il se porte mieux? Parce que les prix sont élevés. Les prix sont élevés, on sait pourquoi. Le marché chinois, dont il va falloir, comme on l'a dit hier, quand même regarder attentivement avec la paralysie actuelle de l'économie, le marché chinois tire la demande et cela permet à nos éleveurs porcins d'avoir depuis quelque temps des prix qui leur permettent effectivement de vivre. Mais n'oublions pas une chose, c'est qu'il ne faudrait pas dire « Ah ben oui, ben maintenant c'est bon, hein, le kilo est à 1,60, je ne sais pas où, je ne sais pas quoi ». Il faut combler les pertes qui ont été accumulées les années précédentes. Par contre, le lait, dans le lait, la situation n'est pas meilleure. Et moi, je suis inquiet de voir que de jeunes agriculteurs ou qui reprennent souvent l'exploitation familiale quittent la filière lait. Alors, on tente des choses, je vois chez moi, on tente le bio dans le lait de chèvre, etc. Bon, mais la filière lait, qui est quand même essentielle en Bretagne, souffre toujours aujourd'hui. Je pense que la régionalisation du pilier 1 et du pilier 2 n'est pas la solution. Alors, j'ai bien compris, Monsieur Alain, vos petites précautions pour dire mais non, finalement, ceux qui s'opposent à la régionalisation, c'est des petites associations dont, je ne sais pas, M. Le Fur aurait eu un assistant parlementaire, dont l'autre n'est pas breton, donc tout ça, c'est pas grave. Je vous rappellerai quand même les déclarations de certains dirigeants de la FNSEA, que vous connaissez bien, qui ont dit que la régionalisation était loin d'être la priorité du monde agricole. Alors, il ne faut pas le cacher. Moi, j'aurais plutôt tendance, ce n'est pas toujours le cas, à soutenir la FNSEA dans cette histoire. Mais ne cachez pas la réalité. Le syndicat majoritaire qui contrôle beaucoup de chambres d'agriculture n'est pas hyper favorable à la régionalisation, il l'a dit plusieurs fois. Alors, les causes de ces difficultés du monde agricole, nous les connaissons, elles sont nombreuses, on les a déjà souvent répétées, mais je voudrais le refaire. Les prix. Les prix. Parce que, regardez, là, on vient d'évoquer le secteur porcin. Quand les prix sont soutenus, eh bien, forcément, ça va beaucoup mieux. Les prix ne sont pas rémunérateurs dans certaines filières du fait de la dérégulation de la production. Vous le savez bien. Nos agriculteurs sont étouffés par les normes et la surtransposition des directives européennes. L'agriculteur passe de plus en plus de temps sur son ordinateur et de moins en moins sur son tracteur. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Il y a aussi
Nous payons des choix géostratégiques ou politiques stupides, dont plus personne ne parle, mais il est toujours là. L'embargo russe, par exemple. Voilà. L'Union européenne, suivie par les chefs d'État, qui nous ferme un marché important, alors que dans le même temps, nous commerçons avec les pires dictatures du monde. Les traités de libre-échange, oui, qui font beaucoup de mal à l'agriculture, et qui sont votés par des élus qui siègent parfois dans cette Assemblée, qui siègent au Parlement, qui appartiennent à vos familles politiques, et même chez les amis de Marc Le Fur, au Parlement européen, qui signent ces néfastes traités de libre-échange, qui font qu'on importe sur notre territoire, en France et en Bretagne, et donc en Bretagne, des produits qui ne respectent aucune norme environnementale, aucune norme sanitaire, où là on est beaucoup moins regardant à la qualité, avec des droits de douane abolis. On vient encore de signer, l'Union européenne c'était hier ou avant-hier, un traité de libre-échange avec le Vietnam. C'est-à-dire que c'est ouverture totale de nos marchés sur l'extérieur, et ça fait mal à notre agriculture. La PAC est déconnectée des enjeux réels. La baisse des crédits. Rappelez-vous, je me souviens d'un débat que nous avions eu ici, Monsieur Alain, où vous aviez présenté, il y a quelque temps, les différents scénarios pour la future PAC. Vous aviez présenté les différents scénarios. Et moi, je vous avais dit, le scénario que l'on peut craindre, c'est la baisse des crédits de la PAC. Et vous étiez à l'époque toujours soucieux de préserver l'Union européenne. Vous étiez beaucoup plus apparemment rassurant. Eh bien, malheureusement, c'est moi qui ai eu raison. Oui, les crédits de la PAC baissent. Alors, ces problèmes-là, nous les avons évoqués plusieurs fois. Nous les connaissons bien, mais on les répétera toujours parce qu'ils sont au cœur des problématiques de la filière agricole. Moi, je voudrais terminer mon intervention par ce qui est aujourd'hui un vrai problème pour l'agriculture. Et l'agriculture bretonne. C'est l'agribashing. Parce que ce qui inquiète le plus les agriculteurs aujourd'hui, c'est ces discours qui sont partout distillés, de l'école maternelle au Conseil régional de Bretagne, en passant bien évidemment par les plateaux de télévision et les émissions de radio où certains qui parlent beaucoup d'agriculture ne savent même pas faire la différence entre un merle et une buse, entre la rosée du matin et le gel, mais viennent nous dire comment ça marche dans les campagnes. Oui, aujourd'hui, les agriculteurs nous disent « Attention, l'un de nos problèmes essentiels, c'est la culpabilisation dont nous sommes victimes. » L'année dernière, je me suis rendu au Salon de l'agriculture où, avec la délégation qui était la mienne, on a été reçus par la fédération bovine, le président de la fédération bovine, qui nous a dit « Le problème numéro 1 aujourd'hui de la filière bovine, il parlait de sa filière, hein, c'est les discours anti-viande qu'on entend partout. Ça, c'est notre problème, encore plus grave que les prix. Cet agribashing, ce discours, s'accompagne en plus d'actions violentes. Nous en avons parlé lors de la dernière session. Des sectes véganes, car pour moi ce sont des sectes véganes et autres Khmer verts contre les exploitations, qui font qu'aujourd'hui, dans les élevages, on se barricade. On ne fermait même pas sa porte avant. Maintenant, on se barricade. On met des systèmes de sécurité. On met des vidéosurveillances dans les élevages. Bien sûr, ça a un coût considérable. C'est aussi beaucoup de perte de temps et beaucoup de tracas, de soucis. Mais ces violences sont peu condamnées dans la réalité. On voit même sur certains plateaux de télé une complaisance incroyable avec ces actions violentes contre nos élevages. Nos agriculteurs ont besoin d'un discours clair et de notre soutien. Ils n'ont pas seulement besoin, Monsieur Alain, d'accompagnement, d'argent. Ils disent qu'ils ont besoin aussi d'un discours clair. Et je crains que la région, parfois, notre collectivité, n'est pas toujours très claire dans cet agribashing ambiant. Par exemple, sur le discours des algues vertes, réel problème en Bretagne. Attention à ce que nous disons, parce que immédiatement, dans l'opinion, on fait algues vertes égale la faute des agriculteurs, alors que l'on sait bien que ce problème des algues vertes est complexe,
qu'il est parfois le résultat de pratiques agricoles anciennes, très anciennes, qui ne sont plus les pratiques agricoles aujourd'hui. Ces pratiques agricoles anciennes, ce discours de la surproduction a été poussé par l'Union européenne. Tout à fait. Alors maintenant, on en est revenu, d'accord, mais il y a aussi d'autres raisons. Nous avions évoqué ici les stations d'épuration qui ne sont pas aux normes, etc. Attention quand on parle des algues vertes. Ne pas faire l'équation facile, c'est la faute des agriculteurs. Je me souviens d'un manuel de géographie que j'avais avec mes élèves en classe de première sur l'agriculture française, où il y avait 2 photos. Une photo avec des algues vertes dans une baie bretonne et une photo d'un éleveur porcin avec sa tonne à lisier. Et la question c'était qu'on posait aux élèves, quel lien pouvez-vous faire entre ces 2 photos? C'est ça qui fait mal. Et ça s'appelle l'éducation nationale. Ça s'appelle les manuels de l'éducation nationale de l'État. Je pense aussi que votre coup de communication, raté d'ailleurs, sur les produits phytosanitaires, où vous avez annoncé le zéro phyto en Bretagne en 2040. Bon, d'accord, ok. Là aussi, l'équation dans l'opinion publique est vite faite. C'est l'agriculteur qui est responsable. Même de certaines maladies, Mme Ségolène Royal allait en dire même d'ailleurs n'importe quoi là-dessus. Souvent, elle dit n'importe quoi d'ailleurs, surtout. Mais ça aussi, ça fait mal à nos agriculteurs. Et puis la feuille de route du bien manger pour tous. Moi, nous l'avons voté, nous sommes d'accord, qui pourrait être contre le bien manger pour tous? Mais ça laisse entendre, dans l'opinion, là aussi, que nos assiettes pourraient être remplies de produits de mauvaise qualité, alors que les agriculteurs bretons fournissent des produits excellents. Des produits excellents. Le problème, par contre, oui, dans la malbouffe, c'est plutôt ce que nous importons, oui. Ça, c'est clair. C'est les fameux traités comme le CETA que votent des collègues de cette Assemblée. Ça, c'est un problème. Et puis le discours anti-viande. Alors, chère madame, vous avez dit que vous étiez végétarienne. C'est votre droit. Ben, moi, je vais vous dire, je suis un vrai carnivore. Ça, je peux vous le garantir. La côte de bœuf dans ma cheminée, la saucisse de porc, ça, c'est mon menu. Mais le discours anti-viande, il fait un mal terrible. Je vois même mes enfants qui me disent « Tu sais, papa, il paraît que c'est pas bon manger de la viande. » Alors je lui dis « Qui t'a dit ça ?»« Ah ben, on l'a dit à l'école, hein. » Voilà, ce discours anti-viande que nous relayons, que certains, pas moi, relaient partout. Alors, on ne peut pas dire la viande, c'est mauvais. Alors, on dit n'importe quoi, hein. Si la mer de glace fond dans le massif du Mont Blanc où M. Macron a été hier, c'est parce qu'on mange de la viande, n'importe quoi. Enfin bon, bref. Oui, mais ça prend, ça marche. Et on ne peut pas dire que la viande, c'est mauvais, et dans le même temps dire « Ah bah ouais, mais faut soutenir l'élevage breton, hein ». Parce que je vais vous rappeler une petite chose, chers collègues, les éleveurs bretons, incroyables mais vrais, produisent de la viande. Oui, c'est incroyable. Alors non, moi je ne suis pas d'accord avec tous ces discours. Attention aux produits de synthèse. Mais moi, je vais vous dire clairement, les sectes véganes sont les meilleurs alliés de ces industriels qui vont demain nous proposer des steaks, oui, où finalement il n'y aura pas de viande, où on ne sait pas d'ailleurs ce qu'il y aura. Alors il faut être logique et ne pas être contradictoire dans nos discours sur cela. Ces discours, ces actions qui se distillent partout, à tous les niveaux, et je pense particulièrement à l'école et dans les médias, participent à un environnement de suspicion généralisée vis-à-vis des agriculteurs. Et si nous continuons comme cela, eh bien, on aura beau avoir, Monsieur Alain, augmenté de quelques millions supplémentaires les enveloppes que vous donnez à la région, ça ne fera rien face à cela. La région n'est pas claire non plus quand elle finance des associations comme Eau et Rivière. Nous avons déjà débattu d'Eau et Rivière ici. Oui, nous votons contre les subventions Eau et Rivière. Non pas parce que nous sommes contre la qualité de l'eau, mais nous sommes contre les discours des dirigeants d'Eau et Rivière. Allez, moi, le jour, je parlais avec 2 agriculteurs de Pays de Fougères d'Eau et Rivière. Je peux vous dire qu'il y en avait un qui n'avait pas beaucoup de cheveux sur la tête, mais ça lui faisait quand même dresser les rares cheveux qu'il avait. Ça provoque chez les agriculteurs,
cette association provoque méfiance parce qu'ils savent qu'il y a un discours. Je reçois, comme vous, chers collègues, la luxueuse brochure de Eau et Rivière. Et je la lis. Eh bien, il suffit de la lire pour comprendre que ces gens-là n'aiment pas les agriculteurs. Nous, nous aimons les agriculteurs et nous sommes cohérents dans toutes les mesures et tous les discours que nous prenons pour les défendre.